Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste aujourd'hui. Je vais vous parler du système de jeu qui sera utilisé dans la prochaine session de RPGS. Donc, je vais utiliser le système Warp. Ouais, je vais vous faire un exposé de ça pour me reviser moi-même, en même temps, juste vérifier si je me comprends bien dans ce que j'ai lu à date. Puis en même temps, vous le présenter. Hein. C'est un système de jeu que je pense qui est intéressant. Puis s'il y en a qui sont des experts du système Warp, ben peut-être qu'ils vont pouvoir me corriger au besoin. Donc voilà. Au risque de me répéter, dans plusieurs vidéos je le dis, mais je vais le dire encore, c'est le genre de système de jeu que j'aime. C'est simple, c'est efficace. C'est très vaste comme système de jeu. Un peu comme Fudge, mais contrairement à Fudge dans lequel il faut comme établir ses limites, puis c'est ça, tu sais, d'avance, qu'il y a un peu de travail à faire. Mais le système, je pense que les limites se définissent par elles-mêmes. Vous allez comprendre peut-être là, dans mon explication. C'est un système de jeu qui est très en avance sur son temps. Ça a été créé dans les années 90. En fait, il s'appelait pas Warp au début, là. C'est le système de jeu, ils l'ont appelé Warp, mais dans les faits, c'est un jeu de rôle qui s'appelait Over the Edge. Un genre de jeu un peu futuriste. J'avoue que je me souviens pas tant que ça du contexte de jeu, mais j'y ai déjà joué dans le temps. Mais je me souviens dans le temps que je trouvais ça extraordinaire comme système de jeu. Je trouvais ça ressemblait à rien. Aujourd'hui, des systèmes de jeu de même, il y en a plein. Disons que, tu sais, le jeu de rôle a beaucoup évolué depuis 25 ans, là. C'est bien comme de raison. Puis, mais il y a beaucoup de systèmes de jeu aujourd'hui qui marchent un peu sur le principe de ce que Over the Edge offrait à l'époque. Donc, Over the Edge était vraiment un pionnier dans ce genre de système de jeu-là. C'est un jeu qui était un peu inconnu, mais je pense que, tu sais, il y a plein de monde, je suis à peu près sûr qu'il y a plein de monde qui ont comme saisi le potentiel de ce jeu-là. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui me dit que les jeux d'aujourd'hui les concepteurs ont joué à Over the Edge ou ils ont connu ce jeu-là d'une certaine façon. Donc, ouais. Donc là, comment ça marche? Le système de jeu, la mécanique de jeu est simple, OK? T'sais, on tombe sur un classique ici, on roule un certain nombre de D6 et on a une difficulté à battre. Il encourage à donner des résultats encore meilleurs ou pires selon l'écart qu'on a par rapport au seuil de difficulté à atteindre. Ça, jusque-là, c'est classique. Plein de jeux fonctionnent comme ça. Au niveau des échelles de difficulté, il y a deux options ici, puis il y en a une que je préfère. Bon, la première, qui est l'option la plus classique, c'est des seuils de difficulté fixes. C'est bien correct, mais ça va pas vers ma préférence. J'avoue que quand on travaille avec des seuils de difficulté puis des chiffres associés à ça, ma préférence, c'est d'avoir des trucs que je suis capable de calculer facilement dans ma tête du premier coup. Là, ça, je suis très à l'aise avec ça. T'sais, si on prend Star Wars D6, la première version, ben, très facile, c'était 5. Après ça, c'était facile 10, modéré 15. Bon, ça, c'est Star Wars D6. Ça y allait par bond de 5, c'est facile. Des bons de 5, des bons de 10. Ça, dans ma tête, je saisis ça facilement. Ou, quand il y a des jeux où les seuils de difficulté, c'est des unités, genre 1, 2, 3, 4, c'est ça. Des bons de chiffres par rapport, ça, j'ai pas de problème avec ça, là. Mais c'est pas ma préférence. Si je prends Wild Blades, que j'ai utilisé dans ma avant-dernière session de fusion, j'aime beaucoup le système de jeu. Mais, si on veut le jet de dés standard, c'est à 14. Un chiffre venu de nulle part. Fait que ça, pour moi, j'ai trop besoin comme de regarder la charte pour être sûr de me rappeler du chiffre. Bon, avec l'habitude, j'imagine que ça vient par cœur. Mais j'aime ça quand ça coule, quand j'ai pas besoin de regarder dans le livre jamais. Fait que c'est ça. Ce qui fait que Warp offre une alternative à... vous voyez, je sais même pas par cœur les seuils de difficulté, c'est quoi les chiffres. Mais l'autre alternative, par contre, moi je l'aime beaucoup, c'est qu'en fait, les seuils de difficulté, c'est des jets de dés. Oui, ils vont mettre des jets de dés pour représenter les différents seuils de difficulté. Donc, contre une action facile, tu roules, le maître de jeu roule un dé, une action modérée, c'est 2 dés. Bon, ça monte par coup de 1 dé. Autrement dit, tous les jets deviennent des jets opposés, que ce soit contre un autre personnage non-joueur qui acte directement contre le personnage ou que ce soit contre de quoi de fixe, comme la plupart des autres jets, mais c'est toujours un jet opposé. Étant donné
que c'est facilement saisissable, ces seuils de difficulté-là. J'aime ça, puis en même temps, ça met un peu de piquant. Tu sais, un peu de hasard. Ça se peut que l'affaire super difficile, finalement, ça va être super facile ou quasiment impossible. Tu sais, je trouve que ça met un peu de piquant dans le jeu. Moi, je vais l'utiliser comme ça dans le one-shot. Dans la séance unique. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir ça. Donc, c'est ça. Habituellement, les caractéristiques des personnages, ça dépasse rarement le 4D. Puis des fois, ça peut dépasser dans des très rares exceptions. Mais des fois, on a des dés des bonus puis des dés de pénalité. C'est des fois, on est avantagé. Donc, en étant avantagé, on a un dé de bonus. Le dé de bonus ne s'additionne pas tout simplement aux autres dés. C'est juste qu'on roule un dé de plus, OK. Mais on va garder le nombre de dés égal à la caractéristique qu'on roulait à la base. Mais on va garder les meilleurs. Mettons qu'on avait 3 dés à rouler, puis on a un dé de bonus. On en roule 4, mais on garde les 3 meilleurs. Autrement dit, on enlève le plus bas. Puis quand c'est le contraire, un dé de pénalité, mais c'est ça, c'est exactement le contraire. Donc, ça permet de ne pas lancer des chaudières de dés à chaque fois. Ça permet de garder un nombre limité de dés et de travailler avec ça. T'sais, on ne tombe pas dans l'exponentiel. Peut-être j'aime beaucoup le système D6 de Star Wars, comme par exemple, mais des fois, il y a le système de la façon qui était fait. Il y a des moments où on lançait des chaudières de dés parce qu'on additionnait plein d'affaires ensemble. Ça finissait plus, là. Mais au moins, dans Warp, c'est pas ça. On va garder un nombre de dés assez fixe. Donc, c'est ça. En gros, la mécanique, c'est ça. Je pense que là où ça prend vraiment de l'intérêt, c'est la création du personnage. C'est ça, les personnages. Ce qui fait que le système, je pense, qui est en avance sur son temps, c'est qu'on décrit le personnage. On fait des phrases, puis à partir des phrases, c'est ça nos caractéristiques. C'est ce qu'on a écrit. Oui, il y a des chiffres qui vont sortir de ça, mais à la base, qu'est-ce qui est capable de faire notre personnage? On l'écrit tout simplement. On n'a pas une liste, puis des formules mathématiques, puis à calculer le nombre de points qu'on met, tout ça. On écrit qui il est. Puis ça nous dit, en gros, ce qu'il est capable de faire. Ça j'aime ça. Comment ça marche? C'est que, plus au niveau de la mécanique, il y a plusieurs affaires qu'on faut aller chercher dans le personnage, c'est trouver des personnes importantes, des secrets. Mais mettons, au niveau de ce que je trouve qui affecte vraiment la mécanique de jeu, on a 3 traits à décrire. Un trait qui est le trait central, qui se trouve à être qui est votre personnage, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est principalement ce qu'il fait dans la vie, ce qui occupe la majeure partie de son temps. La façon que ça marche, c'est qu'on dit c'est quoi, on fait une brève description, une phrase, puis on met entre parenthèses des choses apparentes qui démontrent que c'est ça qu'on est. Mettons un qu'on pourrait créer de même, mettons un mercenaire fine lame qui a été entraîné par des moines. OK? Mon personnage, c'est ça qu'il fait dans la vie. OK? Donc, un mercenaire, c'est ça qui est, puis c'est ça, description, c'est un mercenaire, fine lame, qui a été entraîné par des moines. Tu sais, je redis la même affaire, mais c'est ça. Moi, j'ai envie que ça soit ça, mon personnage. Parfait. Entre parenthèses, qu'est-ce qui sont les signes apparents? Ça pourrait être un tatou spécial de son ordre de moine, puis peut-être son épée. Il y a une épée spéciale, mettons que la garde, ça ressemble à un serpent, tu sais. C'est comme si c'était un serpent en bronze, tu sais. OK? Fait que son épée le distingue, puis probablement l'identifie à ce qu'il est dans ce monde-là. Fait que ça va pour le trait central. Maintenant, on a 2 traits secondaires à trouver. C'est des traits qui ont peut-être pas nécessairement de rapport avec le trait principal. C'est d'autres choses que le personnage fait. Ça peut être des hobbies ou des talents qu'il a. Tiens, je vais y aller avec 2 affaires qui me viennent en tête. Mettons, le gars, c'est un canotier, il trippe à se promener en canot. OK. Fait qu'on écrit ça. Canotier, adore se promener en canot. Il est super bon pour faire ça. Le signe distinctif, c'est sûr que tant qu'il n'est pas assis dans un canot, c'est un peu difficile. Je pourrais peut-être y mettre un collier qui est une petite rame en bois. T'sais. Donc, voilà. Puis, quel autre talent? OK, c'est un artiste. Il est bon dans les arts visuels. Il fait de la peinture, du dessin, de la sculpture. Il est bon avec ses mains, il fait des belles choses. Pourquoi pas? Ça ratisse assez large. C'est ça. Fait que, tu sais, pour qu'est-ce qui fait qu'il est un artiste? C'est sûr qu'en le voyant travailler, ça paraît. Il y a peut-être sur lui des outils pour travailler le bois, peut-être des pinceaux des fois qui traînent avec lui.
peut-être un petit kit de pinceau dans son sac à dos, tu sais, je sais pas. Tu sais, je pense que là, c'est ça qui arrive avec Warp. Ça peut être très large. C'est selon l'interprétation de la personne qui l'écrit. Il faut que cette interprétation-là, tu sais, à sa vie, maître le jeu, il faut qu'on s'entende sur l'interprétation maître de jeu et joueur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une fois que ça c'est décidé, il faut mettre des chiffres. Bon, à Warp, quand t'as pas de chiffres dans rien, quand t'as pas de traits liés à ce que tu es en train de faire là, puis que tu as besoin de rouler des dés, ben, t'as 2 dés. OK? 2 dés, c'est comme la moyenne de tout le monde. Tout le monde a 2 dés dans tout. OK? Déjà, en partant, ça va. Sinon, dans les 3 traits, il faut en choisir un qui va être supérieur et les 2 autres qui vont être bons. OK. Je vais y aller avec le trait central, qui est un trait général. Tu sais, c'est un mercenaire Finlam entraîné par des moines. Fait que moi, il est bon là-dedans. OK, bon, c'est 3D, supérieur, c'est 4D. Mais moi, j'ai décidé qu'il était bon. C'est un bon mercenaire, tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a 3D là-dedans. Voilà. J'ai décidé que c'est là-dedans qui était pour être bon. Bon. Les arts visuels, ben oui, ça aussi, c'est assez large. Tu sais, il touche à plein d'affaires. Il est bon. OK. Fait que là aussi, il va y avoir 3D. Bon, maintenant, le canot, c'est là qu'il aime ça. Je dis, il trippe. Fait que, bon, il serait supérieur. Un canotier entraîné de façon supérieure. OK. Bon, vous allez dire, il va y avoir 4D là-dedans. Oui, mais il y a une règle optionnelle que je trouve très intéressante ici, étant donné que le canot, c'est très précis. Tu sais, c'est pas quelque chose d'aussi large que d'être un mercenaire ou un artiste. C'est quelque chose de précis. C'est comme une affaire. Tu sais, c'est pas... tu sais, là-dedans, c'est pas comme si j'aurais dit... c'est un marin. OK? Il est bon dans les bateaux. Tu sais, ça, c'est général. Mais là, c'est le canot. Tu sais, c'est code précis. Ben là, c'est là qu'on a des dés plus hauts. Quelqu'un qui est bon aurait 4D, quelqu'un qui est supérieur a 6D. Mais là, je le veux supérieur là-dedans. Ça veut dire qu'il y a 6D pour faire du canot. Ça veut dire qu'il est vraiment super bon. Qu'est-ce que ça représente? C'est qu'il a mis du temps sur une affaire seulement. Il s'est amélioré beaucoup au détriment de peut-être plein d'autres affaires qu'il aurait pu faire dans sa vie. OK, vous comprenez? Ça, je trouve ça bien. Il y a aussi, lui, je n'en ai pas donné à mon personnage, mais il y a aussi, mettons, des traits qui peuvent être des choses techniques, tu sais, des trucs techniques qui sont pas accessibles aux personnes normalement. Des exemples, la médecine, la magie, tu sais, des affaires que la personne normale n'a pas accès. Ça, quand tu as un trait là-dedans, mettons magie, ben, tu sais, quand t'es bon, t'as un dé, puis quand t'es supérieur, t'as 2 dés. Vous allez dire, oui, il y a moins de dés que normalement. Oui, mais en même temps, la façon que c'est présenté dans le jeu, c'est que déjà un dé, t'as accès à quelque chose que personne n'a accès normalement. Puis probablement que les actions reliées à ça, dire, une fois que t'es dans ce domaine-là, ce qui apparaît impossible à personne normale, t'apparaît facile pour toi un peu plus, tu sais. C'est juste pour éviter d'avoir des personnages qui font de la magie à 6D en partant. OK? Fait que oui, en effet, à un dé, bon, pas si fort que ça, là, mais au moins il en fait de la magie, mettons qu'il y a un dé de magie. C'est pas le cas de notre personnage. Je pense qu'on peut avoir un trait spécifique et technique qui fait qu'il peut avoir jusqu'à 4D. Ça vient un peu au niveau des traits normaux. Ça sera à voir. De toute façon, le lien est en bas, ça j'ai oublié de le dire. Jusque-là, ça va. Et là, il faut trouver un désavantage. Quelque chose qui nuit à la vie du personnage. Tout le monde a un défaut, tout le monde a quelque chose qui fait que sa vie est pas parfaite et ils mettent l'emphase là-dessus, là-dedans. Ça, un défaut, qu'est-ce que ça fait en jeu? C'est que si le défaut, dans une action quelconque, a rapport, si on veut, aurait de quoi à faire dans ce qui se passe, ben ça devient une pénalité. L'action devient en pénalité, donc un peu ce que j'ai expliqué au début quand il y a un dé de pénalité. Donc, un défaut. Quel défaut pourrait avoir notre personnage? Il peut avoir du remords en constance. OK, peut-être qu'il y a eu une femme, puis des enfants, puis, à un moment donné, il est arrivé un terrible méchant qui un conquérant qui tuait tout le monde de son passage, puis sa femme, ses enfants sont fait prendre là-dedans. Fait que là, il vit peut-être un remords perpétuel. De quelle façon ça se manifeste en jeu? Ben, je pense qu'au maître de jeu aussi de prendre ça comme étant un élément de background intéressant, puis de mettre ça en scène pour mettre du dramatique, puis en même temps, c'est ça, déconcentrer le personnage, parce que probablement que ses remords, peut-être, peuvent le déconcentrer pour faire telle affaire. Un exemple, je sais pas, garder son sang-froid devant un élément qui lui rappelle cette tragédie-là et sa famille perdue.
Donc, c'est ça, peut-être en perdant son sang-froid, peut-être que c'est ça, là, il fait des actions, mais il est désavantagé parce que sa douleur interne l'empêche de bien fonctionner. OK, là, je sors des idées de même. Ça marche comme ça, Ward. Différentes affaires qu'on peut trouver aussi pour le personnage. Voilà. Système de jeu, ben j'en ai parlé. Il y a différentes options au niveau du lançage de dés que je trouve bien intéressant. Par exemple, si on roule juste des 1, c'est ça, on a vraiment manqué notre coup. T'sais, c'est comme un botch. Ouais, c'est ça, fait que ça prend une conséquence qui est grave. Il y a aussi le D. Si on a tout roulé des 6, on peut rouler un autre D6, puis si ça pogne des 6, augmenter. Bref, le principe du dé libre dans Star Wars, dans le système D6, qui ressemble un peu à ça. Il y a aussi... Ah oui, ça, je l'aime bien. C'est, mettons que tu as réussi une action contre quelqu'un ou quelque chose. Puis si quelqu'un ou quelque chose-là, même si tu l'as réussi, dans son paquet de dés a lancé, il y avait des 6 pareils, tu sais. Mais le fait qu'il y ait des 6 fait en sorte que tu as réussi, mais pas tout à fait. La cible ou le perdant de cet affrontement-là a peut-être un petit quelque chose. Il a peut-être réussi à avoir un petit revers contre toi ou t'empêcher de totalement réussir ce que tu essayais de faire. Tu sais, je sais pas, moi, tu as donné un coup d'épée à quelqu'un, il est pas mort, mais il a roulé un 6 dans sa défense, pareil. Ben, peut-être qu'il a réussi à donner une petite jambette qui te débalance pour le prochain tour. Tu sais, c'est ça. Il y a comme de quoi qui peut s'installer là, qui fait en sorte que ça va juste un peu plus loin de tu l'as pas. Il y a comme ce petit côté-là, le petit, ce qu'on appelle la loser's revenge, la vengeance du perdant. Ouais, ça j'aime bien ça. C'est des options que je les trouve pas mal intéressantes. Combat, super simple. Il y a des initiatives là-dedans. C'est ça, c'est un jet opposé entre une attaque et une défense. Bon, plus qu'on fait d'action là-dedans, soit dit en passant, plus qu'on est pénalisé. Si dans un round, on est mal pris, on fait plusieurs actions, on commence à avoir des dés de pénalité. Pour ce qui est de la défense, il y a toujours moyen d'utiliser notre trait en lien avec notre capacité de combat pour déterminer combien de fois on se défend sans avoir de pénalité, comme notre mercenaire à 3D dans son talent de mercenaire, il y aurait il pourrait se défendre contre 3 ennemis dans un round sans avoir de pénalité. Tu peux rouler contre 3 ennemis. C'est comme ça que ça marche. Puis j'ai pas parlé des points de vie. Les points de vie, c'est encore une fois, on prend un trait en lien avec pourquoi qu'on a ces points de vie-là, puis on multiplie par 7, ça donne un certain nombre de points de vie. Fait que le combat, j'ai opposé. Si l'attaquant réussit, on fait la différence avec ce que le défenseur a fait. Ça donne un chiffre qu'on multiplie par il y a un facteur de multiplication, en fait, qui est lié à l'arme qu'on a utilisée. Donc, une épée, c'est x3. Mettons qu'on prend notre fine lame, il y a une épée, c'est x3. Fait que mettons que notre mercenaire fine lame entraîné par des moines attaque quelqu'un, il a roulé un 12. Mettons. Il a fait un bon jet. Puis le défenseur, lui, il a juste roulé un 7. OK? Il y a un 5 de différence. Avec son épée, ça veut dire qu'il multiplie par 3, ça veut dire qu'il fait perdre 15 points de vie. 15 points de vie. Pensez-y, parce que notre fine lame, qui a été entraîné par des moines, lui, il a 21 points de vie, juste pour vous donner une idée de comment ça marche. Fait que imaginez que si c'est lui qui aurait reçu ce coup-là, puis c'est dommage-là, il aurait perdu 15 points de vie. Fait que ça va vite. Ça va vite, les points de vie là-dedans. D'ailleurs, la perte de points de vie, j'aime ça. Ça met un peu de piquant. C'est pas juste des points de vie qui descendent, puis qu'à 0, on fait plus rien. D'ailleurs, les points de vie, il faut comme les gérer. Il faut comme écrire un peu plus sur sa feuille chaque scène où on perd des points de vie, parce que la récupération ne se fait pas de façon égale nécessairement. C'est par exemple dans un combat, tu perds 14 points de vie. OK? Bon, dans la demi-heure suivante, si tu te reposes, tu vas récupérer la moitié de ça, d'un coup. Donc, tu vas récupérer 7 points de vie. Mais le 7 autres points de vie va être beaucoup plus long à récupérer. Ça va prendre des nuits de repos, des soins médicaux. Ça dépend de ce que tu as eu comme blessure. Il suggère beaucoup de décrire. Puis c'est ça. Puis là, mettons, la scène suivante, il y a un autre combat, puis notre même bonhomme perd 10 points de vie. Ben là, c'est ça. Il va prendre 5 points de vie rapidement s'il se repose, et il va les 5 autres. Ça fait partie d'un pool de points de vie, d'un nombre de points de vie qui va être plus long à récupérer. Fait que c'est ça. Fait que finalement, il est rendu à 12 points de vie qu'il faut qu'il récupère plus lentement. Moi, j'aime ça. Ça met un certain piquant. Je me souviens pas par cœur comment ça marche quand il vient le temps de mourir, mais je pense que ça tombe dans le négatif. OK? Il y a quelque chose au niveau du négatif. Je pense que quand tu tombes à moins 10, ça va pas bien.
Quelque chose comme ça. Puis pour ce qui est de la magie, ben là, il va falloir que je travaille un système de magie, mais je pense que c'est ça. Il y a moyen d'adapter des choses qu'on connaît à Warp facilement. Dans le livre Warp, il y a des exemples de sorts, mais en même temps, tu sais, c'est ça. Je pense que je vais comme y aller avec des sorts qui vont avoir un lien avec l'univers qui va être joué. Quilven, soit dit en passant, Quilven dans RPGS. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je me souviens. Je pense que c'est un système que je vais aimer. J'ai l'impression que c'est un système que pour les séances uniques, c'est super bien fait. T'sais, c'est fait pour faire des one-shots. Il y a quand même une mécanique pour faire progresser les personnages. Pour du long terme, c'est ça, j'aurais peut-être pas l'occasion de l'essayer un jour, mais je sais pas à quel point c'est bon long terme. C'est peut-être super bon, je sais pas. Mais reste que pour les séances uniques, c'est super bon, puis je vais vous dire pourquoi. Parce qu'étant donné que ton personnage, c'est des traits que tu décris, mais tu dis exactement ce que ton personnage va faire. Tu n'es pas là à choisir des options que tu n'utiliseras jamais parce qu'il faut que tu mettes des points dedans, parce que tu n'as pas pu mettre tous tes points ce que tu voulais. Tu es comme limité. Donc là, tu as comme... Bref, il y a bien des chances que pendant la partie, tu utilises tout ce que tu as sur la feuille. T'sais, parce que c'est assez facile, c'est saisissable facilement. T'es qui, puis c'est quoi t'es capable de faire. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. J'ai peut-être pas dit comment ça marchait, là. Je passe du coq à l'âne, mais c'est ça. Le mercenaire, Finlam, qui a été entraîné par des moines, ben, à toutes les fois qu'il est devant une action qui nous fait penser que le fait qu'il soit mercenaire entraîné par des moines et Finlam pourrait être utile, ben, il roule son 3D. C'est ça. Fait que, il y a de la négociation entre le joueur et le maître de jeu, ou le maître de jeu pour tout simplement dire, parce que tu as été entraîné par des moines, tu connais certains secrets monastiques. Je sais pas si j'utilise un bon mot. Fait que roule 3D. C'est ça, tu comprenez, là, ça va en largeur. On n'a pas à décrire en détail tout ce qu'il sait faire. On présume qu'il sait le faire. Mais c'est pour ça, je trouve que dans une séance unique, c'est super, là. Ton personnage décrit ce qui fait que, c'est le prochain séance de RPGS, je vais laisser beaucoup de lousse aux joueurs. Je vais comme leur laisser, je vais essayer de me prendre d'avance, puis leur faire lire le royaume Quilven, puis leur dire, OK, quel personnage tu imagines là-dedans? Puis juste avec leur imagination, ils vont venir très rapidement à trouver 3 traits, puis probablement un des avantages. Ils vont être capables de remplir le petit questionnaire de « c'est qui ton personnage? » Mettre une couple de chiffres là-dedans, selon ce que je vous ai dit, puis voilà, on est prêt à jouer. C'est pour ça que j'aime ça, ce système-là. Voilà. C'était mon exposé sur Warp, le prochain jeu que je vais utiliser dans RPGS. Mon nom est François Letarte, et c'est ça. Vous avez des commentaires, des questions, allez-y. JDR30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.